Moi, j'entends parler de la facture électronique depuis quelque temps maintenant, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? OK, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Du coup, la facture électronique, qu'est-ce que c'est? C'est un document numérique qui va remplacer les documents traditionnels. C'est pas juste un PDF, hein, c'est vraiment un fichier normé avec, tout un tas de lignes de codage et l'idée de ce document, c'est qu'il va être transmis de façon sécurisée entre un fournisseur et un client. Ça va passer par un canal qui s'appelle des plateformes agréées sur lequel l'administration fiscale va pouvoir se brancher et c'est même un petit peu plus complexe que ça, puisqu'en fait, derrière cette réforme, on a cette notion envoyer, recevoir des factures, mais on a aussi tout un volet déclaratif dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Et du coup, pourquoi cette réforme? Pourquoi maintenant? Alors cette réforme, nous, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'enjeu il est surtout là, c'est que l'administration fiscale, elle a besoin d'avoir accès à ces informations. Et sur les raisons vraiment du pourquoi cette réforme, donc il faut savoir que c'est une réforme européenne. On a une obligation en Europe d'avoir passé le champ de la réforme de la facture électronique pour 2030. Et cette réforme, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est renforcer la compétitivité des entreprises, puisque à terme, ça va réduire la charge administrative des entreprises. Donc ça, c'est une bonne chose. Le deuxième objectif de cette réforme, qui est celui dont on entend le plus parler, c'est vraiment lutter contre la fraude fiscale, pour essayer d'avoir tous les flux de facturation entre sociétés et avec des particuliers. On a aussi quand même un enjeu sur du pilotage en temps réel, puisque grâce à ça, l'État français aura accès à des données en temps réel. Donc en termes d'indicateurs de bonne santé des entreprises, c'est assez précieux. Et on a un dernier volet dont on entend peu parler, mais qui est intéressant, c'est l'amélioration des délais de paiement, puisqu'encore une fois, vu que l'administration fiscale aura accès à tout, elle saura qui est un peu un mauvais payeur et met du temps à régler les factures. OK. Et du coup, à quelle date va arriver cette réforme? Pour quand est-ce qu'on doit être prêt? Alors, cette réforme, on va retenir deux grandes dates. La première, c'est 1er septembre 2026. À cette date-là, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont devoir pouvoir recevoir des factures. À partir du 1er septembre 2026, on a aussi deux catégories d'entreprises, donc c'est vraiment les grandes entreprises, hein, les seuils sont indiqués ici, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif salarié important. Elles vont devoir les émettre. Vous vous situez plutôt sur cette partie-là, où pour septembre 2027, ça sera votre tour d'être concerné par l'émission. Donc septembre 26, il va falloir que je puisse les recevoir, et septembre 27, il va falloir que je puisse les émettre. Et concrètement, pour moi, en tant que libérale, qu'est-ce que ça va changer pour mon activité? Alors en tant que libéral, il faut savoir que il va falloir réussir à distinguer les opérations qui rentrent dans le champ et les opérations qui ne rentrent pas dans le champ de la réforme. Sur la partie réception, quelle que soit notre activité et quel que soit ce qu'on fait, si c'est taxable ou pas, il va falloir qu'on puisse recevoir des factures. De ce côté-là, tout le monde est concerné. Sur la partie émission de factures, il va falloir que les opérations soient taxables pour être concernées, puisque ne rentrent dans le champ de la réforme que les opérations qui rentrent dans le champ de la TVA, donc ça, on va dire toutes les opérations, imposables en France, je pense que c'est le cas de votre activité, et uniquement si elles ne sont pas exonérées de TVA. En tant que praticien médical, vous bénéficiez d'exonération de TVA sur tous les actes que vous réalisez. Mais une partie de vos actes, vous rentrez dans le champ de la réforme de la facture électronique si vous faites des actes hors nomenclature, par exemple, et si vous faites aussi des prestations annexes, parce que vous refacturez des frais ou que vous avez, par exemple, une activité de formation, ça rentrera aussi dans le champ de la réforme sur le volet émission. Et parmi, toutes les activités, libérales, est-ce que, tout le monde est concerné, même les petites, structures? Il n'y a aucune notion de taille. Ce qu'il faut retenir, c'est si vous avez un SIRET, normalement, vous êtes concerné par la réforme. Voilà. Sur le volet réception, vraiment tout le monde est concerné. Et en fonction des métiers, par exemple médecin, kiné, infirmière, est-ce qu'il y a des spécificités? Donc, ce que je vous disais, c'est que ça va dépendre un petit peu de si vous faites des prestations taxables. Donc, je suis médecin esthétique, je vais faire une partie de mes actes hors nomenclature. Ces actes-là sont concernés par l'émission de factures au format facture électronique, ou en tout cas la communication à l'administration fiscale d'un chiffre d'affaires réalisé. Ça va être aussi le cas des redevances de collaboration, d'expertise. Des fois, on peut faire appel à vous pour des expertises sur des sujets divers et variés, comme sur les activités de formation, mais aussi de la location de matériel. Des fois, ça arrive qu'un médecin prête
entre guillemets, son infrastructure à un confrère ou une consoeur et cette refacturation-là va rentrer dans le champ sur le volet émission. Là où c'est un peu trompeur, c'est que les gens s'imaginent que comme ils ne payent pas de TVA, ils ne sont pas concernés par cette réforme. Et en fait, toutes ces prestations-là, elles rentrent dans le champ de la réforme, mais la plupart du temps, vous ne payez pas de TVA puisque vous êtes en dessous du seuil de franchise de TVA. Donc voilà, si vous faites une partie de ces prestations, vous serez concerné par l'émission. Moi, personnellement, je facture principalement à des particuliers. Ça fonctionne quand même dans mon cas? Tout à fait. Ce qu'on va regarder, c'est que si jamais vous êtes dans le cas des prestations taxables, donc je fais un acte hors nomenclature en tant que médecin, je vais faire une facture à un client particulier. On va être dans l'obligation normalement de faire une facture sur un logiciel. Si on a choisi les bons outils, notre logiciel va faire ce qu'on appelle du e-reporting de transaction, c'est-à-dire donner à l'administration fiscale des informations sur le chiffre d'affaires qu'on aura réalisé avec des particuliers, à une périodicité qu'on verra un petit peu plus tard. Et ensuite, il faudra donner l'information sur le fait que la facture a bien été réglée par le client particulier pour lequel j'ai réalisé cette prestation. Par contre, si je fais un acte médical qui est pris en charge par la sécurité sociale, je ne suis pas concernée par tout ça, je n'ai rien à donner à l'administration fiscale au niveau de ces informations-là, ça ne va rien changer sur cet aspect. Et dans le cas où je facture des redevances à des confrères, par exemple, comment ça se passe? Alors, quand on facture des redevances de collaboration à un confrère, on est dans le cas des prestations taxables. Encore une fois, on n'est plus dans l'exonération du Code général des impôts parce que c'est plus du médical. Il faut refacturer une mise à disposition de locaux et vous refacturez à un confrère qui est donc un professionnel. Il a un numéro de SIRET. Donc, on est dans le cas de refacturation B2B. Ce qu'il faut faire, c'est une facture sur ce logiciel qui va partir à travers le canal du e-invoicing. C'est quoi? C'est mon logiciel envoie à ma plateforme qui se charge d'envoyer à la plateforme de mon confrère la facture et c'est comme ça qu'il la recevra. Cette facture, il faudra aussi que l'administration fiscale sache quand est-ce qu'elle est réglée, puisque c'est une prestation de service, voilà, c'est la règle. Et donc, si on a choisi les bons outils, quand on vient dire sur son logiciel que « Ok, mon confrère m'a réglé ma facture », ça viendra alimenter du e-reporting de paiement. Donc, vous avez parlé de septembre 2026, septembre 2027. Pour moi, en tant que professionnelle de santé, quelles sont mes échéances spécifiques? Alors, on va passer un petit peu, je ne vais pas forcément tout montrer. Au niveau des échéances spécifiques, on viendra après. Je pense que c'est intéressant de parler de tout ce qui va être prestations qui rentrent dans le champ de la réforme sur le volet émission. On va rajouter des obligations déclaratives pour certains praticiens. Je fais des actes hors nomenclature. J'ai cette notion de e-reporting de transaction puisque je fais des soins à des particuliers. Il va falloir que je donne tous les 2 mois l'information à l'administration fiscale de mon chiffre d'affaires, chose que je n'avais pas du tout besoin de faire jusqu'à maintenant. Donc, je ne paye pas de TVA, je fais partie de ceux qui sont en franchise en base. Et bien quand même, tous les 2 mois, il va falloir que je donne des informations à l'administration fiscale. Et ensuite, tous les 2 mois, j'aurai une autre déclaration à faire pour pouvoir dire les prestations qui ont été encaissées. Donc ça, c'est vraiment sur ce qui va changer en termes d'obligations déclaratives. On se retrouve avec du coup 6 déclarations de données de transaction à faire et 6 déclarations de données de paiement. Et que dois-je faire avant le 1er septembre 2026? Alors, avant le 1er septembre 2026, on a l'obligation de s'être inscrit sur l'annuaire de l'administration fiscale en désignant sa plateforme agréée. Donc, avant le 1er septembre 2026, tout le monde doit avoir choisi un outil, donc une PA, plateforme agréée, qui va servir à recevoir les factures. C'est la seule obligation pour septembre 2026. Donc, les factures de mes fournisseurs, par exemple, seront reçues par ce biais-là? Exactement. À partir de septembre 26, je ne vais pas revenir sur la slide d'avant, mais on voyait que les grandes entreprises et les ETI étaient concernés par l'émission. Ça veut dire que Orange, Bouygues, EDF, qui font partie des grandes entreprises françaises, ne vont plus envoyer les factures par mail à leurs clients professionnels, mais les enverront sur leur plateforme. Et donc à partir de septembre 26, votre abonnement Orange, la facture se retrouvera tous les mois sur cette plateforme. Par contre, certains fournisseurs, comme par exemple votre cabinet comptable, nous ne sommes concernés en émission qu'en septembre 27, donc on continuera à vous envoyer les factures par mail jusqu'à ce que nous aussi, on passe dans l'obligation de les émettre par ce canal-là. Donc la réforme va vraiment se faire en 2 temps.
En septembre 26, vous n'allez pas recevoir beaucoup de factures sur la plateforme. Elle sera alimentée de façon progressive jusqu'en septembre 27. Et donc en septembre 27, que va-t-il se passer pour moi? Alors, en septembre 27, il va falloir choisir une plateforme qui pourra être la même que celle pour recevoir les factures. Mais attention, si vous êtes dans l'obligation d'émettre des factures au format facture électronique, il va quand même falloir se poser des questions sur le choix de la plateforme et sur le choix de l'outil que vous avez déjà. Heu, Peut-être que vous avez déjà, installé chez vous un logiciel qui vous sert à faire vos soins, vos actes, qui s'assure aussi de faire la télétransmission à l'assurance maladie et qui est peut-être en capacité de faire des factures au format facture électronique et de se connecter à une plateforme agréée pour aller donner à l'administration fiscale toutes les informations dont elle a besoin. C'est important, de se poser des questions sur, comment on est équipé aujourd'hui et comment ces outils vont savoir communiquer avec des plateformes pour le volet septembre 2027. Puisqu'en fait, si on a des outils adaptés, les transmissions d'informations à l'administration fiscale qui sont à faire tous les 2 mois vont pouvoir se pré-remplir et se faire de façon un peu plus simple. Il faut savoir que, le cabinet Erika Puriel propose un accompagnement sous forme de diagnostic pour justement des cas un peu spécifiques où on sait qu'on aura besoin d'avoir des outils adaptés et voir avec vous si les outils que vous avez sont, du coup adaptés ou non, voir s'il faut en changer et voir quelle plateforme il faut choisir. Et si à ces dates, là, je suis pas prête, j'ai pas ma plateforme, est-ce que j'encours des risques? Qu'est-ce que je risque du coup? On a des sanctions financières qui sont prévues. Le fait de ne pas avoir désigné de plateforme, est soumis à sanctions financières. Alors de mémoire, je crois que c'est 250 € le défaut de désignation à vérifier. Et si je devais envoyer des factures par le canal de la facture électronique et que je ne le fais pas, c'est 15 € par facture qui n'aurait pas été émise sous le bon canal. De même que si je ne fais pas mes déclarations de reporting de transactions et reporting de paiement, je suis aussi censée avoir des amendes financières de la part de l'administration fiscale. Qu'est-ce qui change par rapport à mes factures Word, Excel que je fais actuellement ou bien juste un logiciel, plus simple? Alors, ce qu'on disait, c'est que si vous faites aujourd'hui vos factures sous Word ou Excel, elles ne seront pas sous le bon format facture électronique. Puisque c'est pas parce que je les passe en PDF que ça devient des factures électroniques. Il faut vraiment qu'il y ait un encodage derrière ces factures. Donc c'est vraiment des formats très très spécifiques euh, qui contient tous les champs que l'administration fiscale a besoin de récupérer. Donc les factures Word, les factures Excel, ce n'est plus possible puisqu'elle ne contiendra pas ces éléments-là et qu'elles seront rejetées par l'administration fiscale. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui émette des factures au bon format pour qu'elles puissent être acceptées par les plateformes et que les informations puissent transiter correctement. Donc c'est la fin, désolé, des factures Word et Excel. Mais est-ce que je vais pouvoir encore envoyer mes factures en PDF par mail ou pas du tout? Alors, si vous êtes dans l'obligation de faire des factures, votre solution de facturation va soit les envoyer par mail si on est dans le cas d'un client particulier. Je fais un acte hors nomenclature à un client particulier. Je vais pouvoir lui envoyer ma facture par mail, puisque si on reprend un petit peu les différents cas, j'ai un client particulier, l'administration fiscale, elle ne va pas voir la facture, tout simplement parce que mon client particulier, il n'est pas dans le champ de la réforme de la facture électronique, il n'aura pas de plateforme, donc il ne pourra pas recevoir sur une plateforme la facture. Je continue à lui envoyer par mail, lui remettre en main propre, peu importe la façon dont je procède, il sera destinataire de la facture. Par contre, si je fais des prestations à un client professionnel, par exemple, je refacture l'utilisation de mes locaux à un confrère, mon confrère, c'est un professionnel, il a une plateforme, je suis censée émettre une facture au format facture électronique que ma plateforme enverra à sa plateforme. Donc on n'a plus d'envoi par mail sur tout ce qui va être entre professionnels. Ça sera de plateforme à plateforme. Quels avantages je peux voir en cette réforme? Est-ce que je vais gagner du temps, en perdre? Alors, l'objectif premier de la réforme, c'était améliorer la compétitivité des entreprises en abaissant toute la partie gestion administrative. On va y arriver. Ça va peut-être pas être immédiat, mais l'idée, c'est qu'à terme, toutes les factures qu'on reçoit,
arrivent dans un seul et même canal, alors qu'aujourd'hui, vous avez des factures par mail, des factures papier, des mails qui vous disent d'aller sur votre espace client télécharger votre facture, espace client pour lequel on n'a pas toujours les codes d'accès parce qu'on y allait une fois, une double authentification. Enfin, on a beaucoup de moyens d'envoi de factures à aujourd'hui qui font que des fois, c'est quand même un peu pénible d'aller toutes les récupérer. À terme, on aura vraiment une plateforme sur laquelle tous ces flux arriveront tout seuls au fur et à mesure. Donc il y a quand même un vrai gain de temps sur cet aspect-là. Euh, on, on a aussi un gain de temps puisque on va quand même uniformiser un petit peu les pratiques de chacun. Voilà. C'est sûr que c'est pas sur une activité libérale médicale que on a le plus gros volume de facturation qui rentre dans le champ de la réforme et le plus gros volume de factures reçues, mais pour autant, on a quand même cette notion de canal unique qui va faire gagner un petit peu de temps à tout le monde. Et comment choisir la meilleure plateforme pour mon activité? Et est-ce que dans ces plateformes-là, il y a un risque avec le secret professionnel? Alors c'est une excellente question parce que c'est quelque chose à ne pas négliger. La, la réforme de la facture électronique prévoit vraiment la gestion du secret professionnel. Pour autant, il faut choisir une plateforme qui sache gérer cette spécificité. Aujourd'hui, l'État français a fait le choix de basculer dans la sphère privée la gestion des plateformes. On aurait dû avoir une plateforme publique qui aurait dû s'appeler PPF. Euh, c'est finalement pas le cas. On a donc un écosystème très important de plateformes agréées qui existent, avec malheureusement un petit peu de tout. Donc, le premier point à voir, c'est déjà quand même vérifier si la plateforme qu'on imagine prendre est une vraie plateforme et qu'elle a été immatriculée de façon officielle. Il faut aussi regarder, surtout si j'ai besoin d'émettre des factures, qu'elle va savoir communiquer avec le logiciel que je vais utiliser ou que j'utilise déjà pour faire mes factures. Il va falloir aussi que je vérifie les services proposés. Et donc c'est notamment sur cette partie-là qu'il faut que je m'assure que ma plateforme soit capable de gérer le secret professionnel, notamment si j'ai toute la partie actes hors nomenclature qui va quand même concerner potentiellement des actes médicaux. C'est aussi intéressant de se poser la question du modèle tarifaire. Une plateforme qui se dit gratuite pose quand même des questions. C'est rarement gratuit sur le long terme. Est-ce que c'est pas une offre alléchante pour vous attirer et finalement vous vous retrouvez à être engagé pour 3 ans avec un abonnement gratuit les 3 premiers mois, puis payant les mois suivants? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser et aussi vérifier, puisque ça fait partie des obligations, que les normes d'archivage de ces factures sont respectées. Donc voilà, c'est quand même pas une décision à prendre à la légère, et notamment ce qui est très important, c'est de faire attention au coût et à la durée d'engagement. Et par rapport au coût, quel budget il faut que je prévoie pour la mise en place, pour la plateforme seule? C'est une question, malheureusement, il n'y a pas de réponse unique, puisque ça va dépendre un petit peu de comment est-ce que la réforme vous concerne. Est-ce que vous êtes concerné que sur la partie réception et du coup pas du tout sur la partie émission parce que les seules opérations que vous faites, ce sont des opérations exonérées? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez une certaine partie des prestations taxables qu'on a vues auparavant qui peuvent vous concerner? Et dans ce cas-là, il va vraiment falloir choisir la plateforme et l'outil de facturation le plus adapté. Donc, c'est difficile d'imaginer un coût, mais par contre, il faut garder en tête qu'il y aura quand même un coût de service de l'utilisation de la plateforme. Cette réforme ne se veut pas gratuite puisque justement le portail public n'a pas été mis en place et qu'on est dans la sphère privée. Encore une fois, on trouve des plateformes qui se disent gratuites, mais attention à ce qu'elles le soient vraiment sur du long terme et surtout qu'on a des données qui sont archivées comme il faut, se poser la question de où sont stockées mes données. Il faut faire attention au gratuit. Je ne peux pas annoncer de tarif parce qu'il y a tellement de cas différents que je préfère ne pas m'avancer. Si je veux me préparer dès maintenant pour cette réforme, quelles sont les étapes qu'il faudrait que je suive? Alors, c'est là, du coup, qu'on peut peut-être revenir sur cette notion de diagnostic et d'audit qu'on peut proposer. Parce que si vous êtes dans une situation un peu complexe, où vous avez compris que vous allez avoir du e-reporting à faire, du e-reporting de transactions, de paiement, de l'envoi de factures électroniques, peut-être que c'est revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner sur ce sujet, la première étape à faire. Puisque l'idée, c'est qu'on puisse choisir cette plateforme d'un commun accord pour qu'on soit sûr qu'elle corresponde à vos usages, à vos attentes, avec un modèle économique qui corresponde aussi à votre budget,
L'idée, bien entendu, c'est pas de vous faire choisir une plateforme qui vous coûte 50 € par mois, si c'est pour y recevoir 2 factures chaque mois. Comment éviter les erreurs au moment du passage à ce nouveau système, cette nouvelle plateforme? Alors, des erreurs, il y en aura. C'est inévitable, puisque déjà ce qu'on a, c'est que la base de données qui sert à centraliser toutes les entreprises et sociétés, concernées par la réforme, se base sur le RNE, Répertoire national des entreprises, qui lui-même n'est pas vraiment à jour puisqu'il est né de la fusion de, plusieurs, répertoires d'entreprises. Donc il y aura forcément des erreurs de routage au début, mais le tout, c'est de bien anticiper et surtout de bien faire attention à tous les petits cas particuliers auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent vous concerner. Sur les professions médicales, au tout début de la réforme, on pensait vraiment que vous n'allez pas être concerné du tout, pardon, sur le volet émission et que finalement la réforme de la facture électronique pour vous ne concernait que la réception de factures et juste de dire: «Bah, je choisis une plateforme, je reçois mes factures dessus» et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment important de se poser les questions sur tout ce qui rentre dans votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des choses qui sont taxables, même si vous ne payez pas de TVA? Et je pense qu'à partir du moment où vous en avez, c'est vraiment important de se poser pour partir sur un outil adapté et sur une plateforme adaptée. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous, puisque on est quand même, là pour vous aider à transformer cette contrainte, hein, on ne se le cache pas. Ça reste quand même une contrainte de choisir un outil adapté, en opportunité, puisqu'il peut quand même y avoir, on l'a vu, des bons côtés à cette réforme, et l'avantage de s'appuyer sur votre expert comptable, c'est qu'on a quand même beaucoup de clients médicaux, beaucoup de clients dans votre situation et qu'on arrive à mutualiser un petit peu, toutes les informations qu'on aura glanées auprès de certains éditeurs de logiciels ou certaines plateformes, pour que justement on vous amène à choisir le bon outil et qu'on vous évite de faire un choix, qui pourrait vous porter préjudice. Et donc si jamais vous avez d'autres questions, qui vous viennent plus tard ou, vous vous interrogez sur la réforme, il faut savoir que sur le site internet d'Ereka Pluriel, on a une page dédiée facture électronique. On la trouve sur la page d'accueil où vous trouverez pas mal d'informations, une foire aux questions et si vous ne trouvez pas sur notre site internet la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter. On a une équipe de référents facture électronique sur chaque site, du groupe, qui saura, vous répondre et pouvoir, enlever un petit peu les inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis de cette réforme.